Nous sommes le 19 décembre 2025. Dans 2 jours, coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La pression, elle monte sérieusement, hein. Ah oui, et les champions en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire, sont en Espagne pour les tout derniers réglages. La dernière fois, c'était un parcours fou, presque un miracle. Une victoire à domicile arrachée dans la douleur, mais cette fois, l'objectif est tout autre. C'est de prouver que ce n'était pas de la chance. Et pour ça, on a une série de documents assez incroyables, hein. Des analyses, des communiqués, même des documents budgétaires. L'idée, c'est de vraiment plonger au cœur de la machine ivoirienne. Exactement. Pour comprendre si elle est vraiment bâtie pour dominer ou si la pression de devoir tout refaire, si ce sera pas ça son pire adversaire. On va décortiquer ensemble la stratégie du coach, les choix de joueurs qui ont fait débat. C'est le moins qu'on puisse dire. Et aussi les adversaires, le contexte. La question de fond, c'est comment on passe du statut de survivant miraculé à celui de favori qui doit assumer. Allez, on se lance. Le point de départ, c'est l'ambition. Et là-dessus, le sélectionneur Emerse Faé, il a été on ne peut plus clair. Ah oui, aucune fausse modestie. Sa phrase en conférence de presse a vraiment donné le ton. Revenir avec la coupe et ajouter une 4e étoile. Voilà, c'est direct. Il a même insisté, il a dit que l'équipe se rend au Maroc pour faire fort et que le sacre de 2024, ce n'était ni un accident, ni un coup du sort. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est le changement de posture, non? On n'est plus du tout dans le discours de l'équipe qui s'est qualifiée par un trou de souris, quoi. C'est un changement de paradigme complet. Faye transforme le statut de champion en une exigence. Il dit à son groupe, l'histoire du miracle c'est fini, maintenant on doit se comporter comme les patrons. C'est une manière de gérer la pression en la revendiquant, en fait. Exactement. Il en fait un moteur plutôt qu'un poids. Il met tout le monde face à ses responsabilités. Et ça se voit dans la préparation. Oui, ils terminent aujourd'hui leur stage à Marbella. J'ai vu dans les notes que le choix du lieu, c'était très stratégique. Ce n'est pas juste pour le soleil espagnol, j'imagine. Loin de là. C'est un choix très, très réfléchi. Marbella en décembre. Les conditions climatiques sont quasiment identiques à celles de Marrakech. Ah, d'accord, c'est pour l'acclimatation. Voilà. L'idée, c'est d'éviter un choc et d'arriver frais physiquement et mentalement. C'est un équilibre parfait entre le travail et la récupération pour pas griller les joueurs avant même le début. D'accord. Ambition de fer, préparation chirurgicale. Mais tout ça, ça a un coût. Et en regardant les sources, les chiffres du soutien de l'État sont assez vertigineux. Ben oui, on sent que le succès de 2024 a débloqué des choses. Le budget du ministère des Sports pour 2025, c'était déjà 58 milliards de francs CFA. C'est énorme. Mais pour 2026, il a été approuvé avec une hausse spectaculaire. On dépasse les 60,4 milliards. C'est un signal politique très fort. Et il y a un détail de structure qui m'a interpellée. Le budget pour la CAN elle-même, il n'est pas géré par la Fédé. Non, et c'est un point clé. Ça montre une professionnalisation. C'est l'Office national des sports, l'ONS, qui gère l'enveloppe. Ça sépare les rôles en quelque sorte. C'est ça. À la Fédé, le sportif, à l'ONS, la logistique et les finances. C'est plus sain. Bref, sur le papier, la machine a l'air parfaitement huilée. Mais une machine, c'est avant tout des joueurs. Et c'est là que ça se complique. Cette liste des 26, annoncée le 9 décembre, elle a provoqué pas mal de remous. L'absent qui saute aux yeux, c'est Nicolas Pepe. Ah oui, alors là... L'explication du coach sur les éléments sûrs et en dehors du terrain, ça sonne très très diplomatique, non? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière, à votre avis? C'est la grande question. Et ce choix, il est révélateur de toute la philosophie de Faye. En écartant un joueur du talent de Pépé pour des raisons qui dépassent le sportif, il envoie un message. Lequel? La cohésion du groupe, l'harmonie, c'est le critère numéro 1. Il préfère un joueur peut-être moins spectaculaire, mais qui s'intègre parfaitement, plutôt qu'un soliste de génie qui pourrait perturber l'équilibre. C'est un pari managérial très fort. Un pari sur la jeunesse aussi, puisqu'il le remplace par Bazoumana Touré, 19 ans, un vrai joyau, disent les articles. Exactement. Le message c'est « Le statut ne vous protège plus ». Le cas de Simone Adingra le confirme aussi. Ah oui, une des stars de la dernière CAN. Et pourtant, son faible temps de jeu en club lui coûte sa place. La loi est dure, mais elle est la même pour tous. Quand on ajoute les absences de cadres comme Aurier ou Boga, on comprend qu'un cycle se termine. Emerse Faé est en train de construire son équipe, avec ses règles. Mais alors ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps qu'il écarte Pépé, il fait revenir une autre très forte personnalité, Wilfried Zaha. C'est pas un peu contradictoire? À première vue, on pourrait le penser. Mais Faé a justifié ce retour par un besoin tactique très précis. Il cherchait un profil offensif d'expérience, capable de marquer et de faire marquer. Un joueur qui connaît la pression des grands rendez-vous. Voilà.
Zaha coche toutes ces cases. Le coach estime probablement que son apport sur le terrain dépasse le risque potentiel pour la vie de groupe. Un risque qu'il a jugé trop élevé dans le cas de Pépé. C'est du cas par cas, quoi. D'accord, je vois la logique. Mais le choix qui me laisse vraiment perplexe, c'est Willy Boly. Le défenseur ne joue quasiment jamais en club. Comment on peut justifier ça? C'est le cas le plus emblématique de sa philosophie. Et Faé, il l'assume totalement. Il a même raconté une anecdote géniale en conférence de presse. Ah oui? Un membre de son staff était très sceptique, il comprenait pas ce choix. Après un stage avec le groupe, ce même adjoint est venu voir Faé et lui a dit « Coach, c'est bon, j'ai compris, plus besoin d'expliquer. C'est incroyable. Ça veut dire que son apport est totalement invisible pour le grand public? » Précisément. Et ça met en lumière une évolution dans la construction des équipes. Le sélectionneur, c'est plus seulement un tacticien, c'est un manager de capital humain. Le cas Kelly, c'est la preuve que les données de vestiaire sont aussi cruciales que les données GPS. Le moral, le leadership. C'est ça. Faé a dit « Il nous apporte tellement que pour nous, c'était une évidence. C'est un ciment pour le groupe. » Donc, si on résume, un cocktail très calculé. Les cadres champions d'Afrique, des retours ciblés, des jeunes et ces fameux joueurs de cohésion. L'ingénierie du groupe a l'air parfait. Mais une bonne ambiance, ça ne gagne pas les matchs. Et ils ont hérité d'un groupe F qui a tout d'un piège. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y aura aucun tour de chauffe. Faé a analysé ses adversaires avec beaucoup de lucidité. Il a commencé par le Mozambique en prévenant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une très bonne équipe qui est très souvent sous-cotée. Il a même rappelé, avec un clin d'œil, que c'est une des équipes qui avait indirectement sauvé la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Une façon de dire « on leur doit le respect ». Et puis, et le gros morceau, le Cameroun. Là, le coach a parlé de grosses retrouvailles contre les beaux-frères. Encore plus envie de battre son frère que n'importe qui d'autre. C'est exactement ça. Et Faé le sait. Il a dit que les Lions indomptables voudront faire tomber la Côte d'Ivoire plus que n'importe quelle autre équipe. Le statut de champion, ça vous met une cible dans le dos. Et le dernier adversaire, le Gabon, qu'ils connaissent bien, le diagnostic du coach est très précis. Solide défensivement et attaque très très vite. Ce qui signifie qu'il faudra être patient et surtout impeccablement organisé à la perte du ballon. Ce groupe va forcer la Côte d'Ivoire à être polyvalente d'entrée de jeu. La pression est maximale, tout de suite. Ce groupe est donc déjà un vrai test. Si on regarde plus loin, qui sont les autres grands favoris? Les sources en identifient deux, très clairement. Le premier, c'est évidemment le Maroc. Le pays hôte. Il est qualifié de grandissime favori. C'est logique. Demi-finale de Coupe du Monde, génération dorée, ils jouent à la maison. Et ils ont une pression folle pour gagner ce titre qui leur échappe depuis 1976. Immense. Attendez, en parlant du Maroc, je suis tombée sur une statistique, c'est complètement fou dans nos documents, la rivalité historique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est presque surnaturel, hein? Sur 21 confrontations, C'est une égalité absolument parfaite. 7 victoires chacun, 7 nuls. Mais ce n'est pas tout. Ils ont marqué exactement le même nombre de buts. 26 chacun. c'est statistiquement improbable. On dirait un scénario de film, une rivalité écrite pour culminer dans un match au sommet. C'est une stat qui en dit long sur le poids psychologique de cette confrontation, carrément. Chaque match, c'est pour faire pencher la balance de l'histoire. L'autre grand favori, c'est le Sénégal, le lion à battre. Ils sont revanchards, eux. Ah oui, après avoir été éliminés par les éléphants en 2023, leur parcours de qualification a été une démonstration de force, sans aucune défaite. Ils ont faim, ils veulent reprendre leur trône. Face à toute cette pression, il y a un atout majeur pour les Ivoiriens, le soutien populaire. Et j'ai lu des choses sur cette initiative au port du foot. C'est juste hallucinant. C'est un investissement massif dans le 12e homme. L'objectif, envoyer 1000 supporters au Maroc. Mais attention, c'est pas juste un billet d'avion. Non, le package est tout inclus. Transport, hébergement, nourriture, tickets et même une compensation financière de 600 000 francs CFA par personne. C'est du jamais vu. C'est la preuve qu'ils ont compris à quel point le public a été décisif la dernière fois. On se souvient de la phrase de Seko Fofana, « Le public a joué vraiment son rôle. Il ne laisse rien au hasard. » Absolument. Ils essayent de recréer à l'extérieur une partie de la ferveur qu'ils avaient à domicile. C'est stratégique. Et Emers Faé l'a bien compris. Il a terminé sa conférence par un appel aux supporters. Oui, un appel direct. Apportez-nous votre soutien, votre bienveillance, ça nous aidera à aller chercher la 4e étoile. Il sait que cette quête ne se gagnera pas qu'à 11 sur le terrain. Alors, si on fait le bilan,
On a une équipe ivoirienne qui aborde cette CAN avec une ambition assumée de conserver son titre. Elle est menée par un coach qui a imposé une philosophie claire, quitte à faire des choix brutaux. Un groupe qui semble être un assemblage très réfléchi, soutenu par des moyens colossaux et une ferveur populaire organisée. Les fondations ont l'air très solides. Très solides, mais elles vont être testées comme jamais. La dernière fois, Sébastien Haller avait dit cette phrase magnifique. C'est dans la souffrance que les victoires sont plus belles. C'est ça. Ils sortaient d'un parcours où ils étaient des outsiders, des miraculés. Aujourd'hui, le discours a changé. Et c'est toute la question. Le sélectionneur veut prouver que le dernier triomphe n'était pas un accident. Est-ce que cette pression de devoir prouver, cette obligation de confirmer, est un fardeau plus lourd à porter que la simple pression de devoir gagner? Ou est-ce que c'est au contraire, la motivation ultime, celle qui transforme une équipe talentueuse en une dynastie? La différence entre gagner une fois par miracle et gagner une deuxième fois par maîtrise. C'est ce qui sépare les bonnes équipes des grandes légendes. Et c'est tout l'enjeu pour cette équipe ivoirienne. Bonjour à toutes et à tous. Les champions d'Afrique sont de retour et ils ont une sacrée mission, défendre leur titre. Après une victoire qui a tenu tout le monde en haleine chez eux, les éléphants de Côte d'Ivoire se tournent maintenant vers la CAN 2025 au Maroc. Mais attention, l'équipe qu'on va voir sur le terrain, elle pourrait bien nous surprendre. Et d'entrée de jeu, le ton est donné. Emers Faé, le sélectionneur, ne mâche pas ses mots. L'objectif, c'est ça, revenir avec la coupe et accrocher une 4e étoile au maillot. C'est direct, ça met la pression tout de suite. L'ambition, elle est claire à net. Il ne s'agit pas de bien figurer, non. Il s'agit de prouver que le sacre de 2024, ce n'était pas un accident. Et c'est la grande question qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi est-ce qu'on change une équipe qui a gagné de façon aussi spectaculaire? C'est un vrai casse-tête. Alors on va décortiquer ça ensemble, analyser les choix forts et les paris, disons-le, assez risqués du sélectionneur. Pour bien comprendre, il faut absolument revenir un instant sur le contexte de leur dernière victoire. C'est ça qui rend les choix d'aujourd'hui encore plus intrigants. Parce qu'il faut s'en souvenir, le parcours des éléphants en 2024, c'était un vrai miracle. Ils étaient quasiment éliminés, puis ils se sont qualifiés de justesse et, portés par une ferveur populaire incroyable, ils ont renversé des montagnes. Aujourd'hui, le défi est donc immense. Il faut prouver que ce groupe peut gagner de nouveau, mais cette fois sans l'avantage du terrain et avec une équipe qui a été pas mal chamboulée. Et on arrive au cœur du sujet. C'est là que le pari devient vraiment, vraiment intéressant. Pour aller chercher cette fameuse 4e étoile, Emers Faé a fait des choix qui ont surpris, pour ne pas dire choqué, pas mal de monde. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, des héros du titre de 2024, comme Nicolas Pepe, qui est pourtant en pleine bourre avec son club, ou Simona Dingra, la révélation du tournoi, ils ne sont pas là. De l'autre côté, on assiste au grand retour de vétérans comme Wilfried Zaha, Jean-Michel Seri et Willy Boly. C'est un véritable coup de poker. Le sélectionneur, lui, assume complètement ses décisions. Prenez Zaha par exemple, qui était absent de la sélection depuis plus d'1 an. Faye a expliqué qu'il cherchait des solutions pour une attaque qui manquait un peu de peps. Il a été séduit par les performances de l'ailier et il est convaincu que sa capacité à faire la différence, à marquer et à créer sera un atout majeur. Forcément, si des cadres sortent, c'est pour faire de la place. Alors parlons maintenant de ces nouveaux talents qui ont la lourde, très lourde tâche de prendre la relève. Et le nom qu'il faut retenir, c'est celui-ci, Bazoumana Touré. À seulement 19 ans, ce jeune joueur se retrouve avec une responsabilité énorme sur les épaules, remplacer poste pour poste Nicolas Pepe, un des grands artisans du titre. Alors, qui est-il? On le décrit comme un vrai bijou. Il est rapide, technique, avec un pied gauche assez magique. Ses stats en club sont plutôt prometteuses. Mais, et c'est un grand mais, il n'a qu'une seule sélection au compteur. Son inexpérience au plus haut niveau, c'est ça le vrai pari. Sa mission, en fait, elle va bien au-delà du terrain. Il ne devra pas seulement être bon, il va devoir gérer la pression, l'attente de tout un pays qui espère secrètement voir en lui la nouvelle pépite, la nouvelle révélation, un peu à l'image de ce qu'a fait Simona Dingra lors de la dernière CAN. Évidemment, la Côte d'Ivoire ne va pas se promener. La route vers un doublé est pleine d'obstacles, avec des adversaires redoutables qui les attendent de pied ferme. Et la concurrence, elle s'annonce féroce. Le Maroc, qui joue à domicile, est forcément le favori naturel, surtout après son parcours historique en Coupe du Monde. Il y a le Nigeria, qui arrive avec une véritable armada de stars qui jouent dans les plus grands clubs européens. Et puis, bien sûr, il y a le Sénégal, le champion 2021, une équipe vexée qui ne rêve que d'une chose, la revanche. D'ailleurs, cette rivalité avec le Sénégal, elle a une saveur toute particulière. Parce que c'est justement contre les éléphants que les Lions de la Teranga ont vu leur rêve de doublé s'envoler en 2024. Autant dire que si les deux équipes se retrouvent, l'ambiance sera électrique.
Bon, si on regarde l'histoire, la Côte d'Ivoire domine assez largement les confrontations. Mais attention, ça c'était avant. Aujourd'hui, le Sénégal est une vraie puissance sur le continent et cette domination passée ne va faire qu'une chose, aiguiser encore plus leur envie de renverser la table. La tension monte, c'est inévitable. L'heure des choix est passée. Maintenant, place à la préparation finale, la dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la compétition. Tout est millimétré. Après le rassemblement, l'équipe est partie s'isoler en Espagne pour peaufiner les derniers réglages tactiques, loin de toute l'agitation médiatique. Et ensuite, direction le Maroc pour entrer dans le vif du sujet. Tout s'est enchaîné très vite, depuis l'annonce de la fameuse liste, le 9 décembre. Le stage en Espagne se termine, et maintenant, tous les regards sont braqués sur le 24 décembre et ce premier match contre le Mozambique. Un match qui donnera le ton pour le reste de la compétition. Alors, la question reste entière. Emers Faye a joué la carte de l'audace, un mélange de renouveau et d'expérience. Est-ce que ce cocktail sera suffisant pour conserver le trophée le plus convoité d'Afrique ? Le verdict, on l'aura très bientôt sur les pelouses marocaines.